Bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, à vous souhaiter une très belle année 2021 de la part de toute l'équipe de l'exécutive Education d'HEC. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire de présentation de l'exécutive master spécialisé direction commerciale, marketing et stratégie digitale. L'idée de cette session d'information est de vous faire découvrir ce master, le processus d'admission, les services d'accompagnement à votre disposition, d'échanger bien sûr et de poser des questions, notamment à deux anciens participants du programme. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce matin Irina Vinokurova et Franck Acambré, qui sont deux alumni du programme et qui sont là pour témoigner de leur expérience à HEC. Pour co-animer ce webinaire, nous avons avec nous Laurent Marouani, qui est professeur à HEC et directeur académique du master. Nous avons aussi avec nous Bella Ferreira, qui est programme manager et qui suit les participants tout au long du programme et qui est l'interlocutrice privilégiée des participants. Donc voici pour les présentations. Je vous propose de commencer cette session d'information. Alors là, je vais vous présenter HEC en gros. Ensuite, Laurent Marouani va reprendre le programme avec des interventions de Bella et de nos deux alumni. Bien sûr, n'hésitez pas tout au long de la présentation, si vous avez des questions, à poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons pendant la présentation, mais aussi nous aurons un petit temps d'intervention à la fin pour répondre à toutes vos questions. Et moi, je reviendrai vers vous dès lundi, vers vous tous, et je vous enverrai un lien pour que vous puissiez me poser aussi des questions. Je vous enverrai un lien vers mon agenda pour avoir plus d'informations sur ce programme. Donc, pour commencer la présentation d'HEC, fondée en 1881 par la Chambre de commerce de Paris, HEC est l'une des plus anciennes et prestigieuses écoles de commerce françaises. La mission d'HEC est double, former une diversité de profils à haut potentiel rigoureusement sélectionnés et participer activement à la production de nouveaux savoirs en management. Tous les ans, le Financial Times publie un classement des meilleures institutions en management. HEC est parmi les leaders mondiaux de l'executive education et forme chaque année plus de 8500 dirigeants et managers du monde entier. Ce qui fait la renommée d'HEC, c'est aussi l'excellence de ses professeurs. Le corps professoral est au cœur de la création et de la diffusion des savoirs d'HEC. Forte de plus d'une centaine d'enseignants-chercheurs, la faculté mène des travaux de recherche internationalement reconnus dans toutes les grandes disciplines du management. Alors, l'exécutive master spécialisé direction commerciale, marketing et stratégie digitale, c'est surtout une équipe avec Laurent Marouani, professeur d'HEC et directeur scientifique, Claudine Chocteau, directeur de tous les exécutifs master spécialisés, et Bella Ferreira, qui est programme manager, qui est sur ce programme et qui suit les candidats tout au long du programme. Bella, si tu veux nous dire déjà, te présenter et nous dire quelques mots aux personnes qui suivent ce webinaire sur le programme et sur ta mission. Bella, le micro. Merci. Oui. Bella. Merci Christine pour cette belle organisation. Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui prennent un petit peu de temps pour être avec nous ce jour. Et tout d'abord, très bonne année. Voilà, je vous souhaite une belle année. J'espère peut-être avec nous, nous verrons bien. Mais en tout cas, de toutes les façons, une très belle année et surtout beaucoup de santé et une année un peu plus normale que celle de 2020. Donc, c'est ce qu'on a, je pense, tous envie.
Donc, moi, je suis Bella Ferreira, je suis ingénieure d'études dans la fonction publique et plus précisément à l'Université de Paris 2 et je suis en disponibilité avec HEC depuis 3 ans. Donc, je suis ravie d'être là avec vous et peut-être que je serai ravie de vous accompagner. Donc, mon rôle est justement de vous accompagner tout au long de votre cursus. Je vous accueille en lien avec Laurent Marouani, le directeur académique, et je suis près de vous, proche de vous, tout au long de votre parcours. Avec Laurent, nous mettons en place l'ingénierie du programme et ensuite, donc en lien, en duo, nous organisons chaque programme, chaque module, beaucoup de communication, beaucoup de soutien et beaucoup d'accompagnement. Je vais donc vous suivre tout au long de votre parcours et mon plaisir, c'est de vous aider si vous avez besoin de moi. Donc, vous n'hésitez jamais à revenir vers moi si vous avez le moindre souci, qu'il soit professionnel ou personnel. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner. Voilà. Voilà mon rôle Parfait. principal et c'est vraiment avec grand plaisir que je suis à vos côtés. Merci beaucoup Bella. Alors, pourquoi faire un executive master spécialisé? Donc, tout d'abord, c'est une formation de spécialisation à la fois académique et opérationnelle qui répond à des exigences opérationnelles concrètes en fonction des objectifs stratégiques de l'entreprise via la réalisation d'un plan d'action commercial, d'un plan d'action marketing et d'une thèse professionnelle. Alors, cette formation, bien sûr, est adaptée aux contraintes professionnelles des participants. Au rythme d'une semaine par mois, les participants peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle tout au long du programme. Ce master donne accès à un diplôme en management de niveau Bac plus 5, accrédité par la conférence des grandes écoles. Et pour finir, être diplômé d'HEC, ça veut dire faire partie du réseau international des 50 000 alumni dans le monde et bien sûr de pouvoir bénéficier de tous les services de ce réseau, services dont vous pouvez bénéficier dès que vous intégrez le master. Alors, le positionnement et l'originalité de ce master. Alors, ce master est centré sur les interactions entre les directions marketing, communication et commerciale. Il a l'avantage de proposer un retour sur investissement via la production de 3 livrables, le plan d'action marketing, le plan d'action commercial et la thèse professionnelle, dont les sujets répondent à des problématiques définies par l'entreprise. Alors, les objectifs pour les participants, bâtir votre stratégie dans sa globalité en intégrant les composantes du marketing, de la communication et du développement commercial, acquérir les outils académiques pour y parvenir et vous les approprier et être au fait des dernières innovations pour optimiser votre développement commercial. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation des executive masters spécialisés en général et de l'executive master spécialisé direction commerciale, marketing et stratégie digitale. Je laisse la parole à Laurent Marouani qui va vous parler du programme. Voilà, donc Laurent, je vous Merci. laisse la parole. Voilà, si on peut, voilà. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Vous êtes classés pour moi par ordre alphabétique, donc bonjour de Amel à Xavier, hein, de A à X, et puis tous les autres évidemment. Nous espérons tous que nous aurons l'occasion de nous voir sur notre beau campus, qui est situé donc à une vingtaine de kilomètres de Paris, hein, et plutôt en proximité de Versailles. C'est un très grand terrain qui fait 130 hectares et c'est dommage de ne pas bénéficier des fleurs de printemps et autres petits lapins qui gambadent à côté de nos élèves. Ces élèves, vous-même, eh bien, vous allez comprendre qu'à HEC, on a toujours eu un temps d'avance parce qu'on a raisonné en termes de métier, en fait. Et c'est l'originalité de notre master, c'est que je crois qu'il est le seul actuellement à conjuguer marketing et commercial avec une composante de communication. Il y a une bonne raison à cela, nous l'avons fait depuis le début, mais nous sommes confortés dans ce choix, parce que quand on regarde ce qui se passe avec le digital, la séparation entre le marketing et le commercial n'est pas très claire.
Aujourd'hui, quand quelqu'un se met sur un site pour s'informer, il faut que le marketing lui donne envie d'aller plus loin, que le commercial lui donne envie d'acheter, et j'ajouterais même que le financier le fasse payer. Autrement dit, nous avons une intégration, et la deuxième composante, c'est au-delà de l'intégration, c'est que cette intégration se fait par rapport à ce qu'on appelle la customer centricity, c'est-à-dire que l'organisation va suivre la focalisation sur le client plutôt que de suivre la chaîne de valeur issue de la matière première. Pendant longtemps, nous avons parlé de chaîne de valeur. Aujourd'hui, nous devons parler de réseau de valeur tourné vers le client. Donc, nous avons trois métiers, ceux du marketing, ceux du commercial et ceux de la communication. Vous avez vu dans les enquêtes que les offres d'emploi dans le commercial, évidemment, sont en très, très forte augmentation. Et tout cela est traversé par la notion de négociation, qui est une entité en tant que telle. Elle peut concerner n'importe laquelle des composantes des métiers. Changement de slide. On peut changer mon slide d'une... Voilà. Voilà. Alors, négocier. Vous voyez, je viens de négocier le changement de slide, là. Donc, ça a été une négociation très soft. La négociation, finalement, ce qu'on va vous montrer, c'est que la négociation elle-même n'est que la partie de l'iceberg que l'on voit, et qu'il y a un travail en profondeur qui est très important. C'est quels sont les enjeux, quels sont les comportements, les techniques, les contextes culturels en particulier, et puis les stratégies associées. La négociation n'est pas un combat. Vous avez deux grandes écoles qui vont vous être présentées. Vous avez l'école, on va dire, traditionnelle française, diplomatique, qui s'articule sur les critères de négociation. Et vous avez l'école américaine de Harvard, qui s'articule en fait sur l'avantage des parties prenantes. Voilà. Je ne me suis pas trop présenté. Vous m'avez eu en photo tout à l'heure avec un groupe de personnes. Ben, ces personnes sur la photo que vous voyez, c'est les 20 professeurs des plus grandes universités mondiales que l'UNESCO et NetExplo ont constitué comme les 20 experts dans l'économie du digital aujourd'hui. Et nous nous réunissons, nous discutons et nous sélectionnons les meilleurs projets économiques digitales d'entreprise pour arriver à un lauréat annuel et 10 autres. C'est un peu comme les Miss France, quoi, hein. Il y a le lauréat et puis les autres à côté qui sont désignés. C'est un très gros travail qui nous permet d'être à jour sur ce qui se passe dans le monde du digital en particulier, et la négociation elle-même est très impactée par cela. Donc voilà pour le module transversal, on peut avancer sur le suivant. Alors, donc vous avez compris que nous avions deux grands piliers dans le master. Et avant d'engager sur le premier pilier, je voudrais vous signaler que nous venons de remporter l'accréditation France Compétences, qui permet beaucoup de choses sur l'ensemble de notre master. Et je précise, parce que peut-être que ça ne vous parle pas trop, entre 6 et 7% des dossiers déposés ont été acceptés. Donc c'est un taux extrêmement sélectif. Nous sommes ravis d'avoir été lauréats. Pour 5 ans. C'est 5 ans maximum. Et nous avons nous-mêmes complètement changé l'architecture globale tout en respectant les fondamentaux qui se sont avérés très bons. Un master avec un certificat marketing et digital. Il s'appelle marketing et digital et non pas marketing digital. Marketing digital serait trop restrictif. Beaucoup trop restrictif. C'est le marketing et le digital, dirigé par Anne-Sophie Tourtoulou, que vous avez en photo, et qui est donc professeur associé. Professeur associé, c'est un grade dans le corps professoral. Voilà. Et elle a réussi une rénovation remarquable de ce programme. Si on peut avancer. Le deuxième certificat, je m'en occupe directement. Les équipes commerciales
les plans d'action, bien sûr, la construction d'une stratégie, mais aussi le pilotage. Alors ça, c'est plus nouveau. Et nous avons beaucoup insisté dans ce certificat sur le côté ressources humaines et gestion soft, et pas uniquement la gestion des critères métriques, quantitatifs de réussite. La réussite commerciale est quelque chose d'assez délicat, qui passe bien sûr par le chiffre d'affaires et la marge, mais qui passe aussi par justement l'implication du client dans une vision de long terme. Troisième volet maintenant, merci de changer, de passer à l'expertise. Alors nous l'avons appelé communication et leadership. Pourquoi est-ce que j'ai voulu qu'on mette communication et leadership? Parce que ça ne sert à rien de communiquer pour communiquer. Hein. Il faut communiquer dans une zone de leadership et dans une zone de légitimité. Donc nous allons avoir un séminaire sur le leadership et qui est consacré à certaines parties de la communication. Nous ne développons pas toute la communication, mais nous développons plutôt la communication assez rare en business to business, la communication de crise et d'autres formes spécifiques de communication, après un petit socle sur les fondamentaux. Voilà les trois pôles. Deux d'entre eux sont des certificats. Et donc, par exemple, quand on aura le master général, il y aura parfois des participants du certificat commercial qui ne font que le certificat commercial et parfois que le certificat marketing et digital, qui ne font que ça. Et il y a aussi un séminaire justement de communication où tout le monde se retrouve. Hein. Ça crée une sorte de dynamique générale. Donc moi-même, juste pour terminer, non, on peut rester sur... oui. Moi-même, donc, j'ai dirigé le département marketing, j'ai enseigné à l'étranger, aux États-Unis en particulier, mais dans d'autres pays, d'autres institutions assez variées, hein, de Moscou au Vietnam, en passant par la Serbie ou d'autres pays très, très intéressants, souvent des pays qui bougent, qui avancent, qui ont un grand intérêt pour l'enseignement, le business, la gestion. Je suis un ancien élève de la grande école. Je suis aussi passé par l'université et aux États-Unis par Harvard. Et j'ai aussi une activité de conseiller, de dirigeant, qui se développe en même temps que la publication. C'est le même métier. Écrire, conseiller, enseigner, ça demande beaucoup d'écoute. Des amis m'ont demandé quel était mon slogan pour l'année 2021. J'ai donné comme slogan « Oser dire et vouloir entendre ». Voilà. Et je pense que ça définit un professeur, quoi. Il doit oser dire des choses, même si elles ne sont pas conformes à la doctrine, à la mode, et oser entendre les points de vue différents. Par exemple, aujourd'hui, j'ose dire que c'est aberrant de vouloir faire de l'aide publique la contrepartie d'une dette. Il faut en faire la contrepartie d'une émission monétaire pure et simple, sans dette associée, sinon on pénalisera les jeunes générations pendant des dizaines d'années. Voilà. Il faut oser dire ça, parce que quand je dis ça dans un lieu public, évidemment, la plupart des gens ne sont pas d'accord. Mais je pense qu'il faut généraliser les systèmes de type droits de tirage spéciaux au sein de l'Europe. Nous serons amenés à exprimer avec beaucoup de liberté nos opinions. Nous sommes un club. Une fois que vous êtes admis, vous faites partie d'une famille. Et tout le monde, il n'y a pas de dominant et de dominé. Il y a une grande égalité. Et l'expression, elle a juste pour vocation à être respectueuse de l'autre, mais elle doit être totale. C'est le moment de votre vie, en milieu de carrière, comme on dit aux États-Unis, où on se ressource, on remet en cause sa capacité à juger personnellement les choses en se fondant sur des techniques, sur des doctrines. Et vous allez y être particulièrement bien formé à l'occasion de l'écriture de votre thèse. C'est le slide suivant. La thèse, c'est une occasion unique pour vous, vous n'en aurez pas deux,
de vous confronter à la fois à un héritage. Qu'est-ce que les autres ont pu dire sur un sujet de façon proche, similaire? Vous serez des héritiers, vous serez seul avec un professeur pour vous aider. Sachez qu'on n'écrit qu'un mot à la fois, qu'une ligne à la fois. C'est un travail long, aussi parce que c'est un travail physique, tout simplement. Mais vous allez comprendre qu'on gagne énormément de temps quand on sait ce qu'on cherche, quand on sait comment on le cherche, et quand on récupère ce que les autres ont pu dire et qu'on en fait des hypothèses, pas forcément des vérités. L'autre avantage de cette thèse professionnelle, qui est un travail dont vous aurez, vous en serez fier parce que vous donnerez beaucoup, c'est qu'on peut appliquer son entreprise et c'est une activité de conseil interne de l'entreprise la moins chère qu'on puisse trouver sur le marché. Moi, je peux en parler beaucoup, mais j'ai avec moi Irina et Franck. Vous voyez qu'ils s'en sortent quand même bien de leur thèse. Et j'aimerais, dans l'ordre que vous voulez, Franck ou Irina, que vous preniez la parole pour nous dire comment vous avez vécu ce moment de votre carrière académique et professionnelle. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Avant de parler de la thèse, je souhaite remercier Béla et Laurent de nous avoir invités parce que je suis toujours heureuse de parler d'HEC, de parler de notre année de Better Together, c'est le nom de notre promotion. Et d'ailleurs, vous voyez derrière, sur l'arrière-plan la photo de nous avec Laurent, parce que c'était quelque chose d'exceptionnel. Ce sont les gens, parce que pour moi, HEC, ce sont les gens humains, bienveillants, qui sont ouverts aux défis globaux, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et je suis très, très fière, vous savez, vraiment d'appartenir à cette communauté, à cette famille, comme disait Laurent. Alors, Irina, si on peut préciser que cette photo, c'était en 2019 et pas 2020. Oui, c'est ça, c'est ça. On n'était plus, disons, je peux dire, tranquille. On espère revenir sur ce genre de rencontre, évidemment. Oui, je vous souhaite fortement de vivre ce moment en présentiel avant tout. Et en parlant de la thèse, suite voilà, à la présentation de Laurent, je peux dire que aujourd'hui, la thèse, c'est devenu ma carte de visite sur le marché du travail. Parce que là, en fait, ça m'a inspiré. J'étais en transition professionnelle et ça m'a inspiré de faire ce que je sais faire dans l'avenir. Et effectivement, j'ai choisi les problématiques qui me parlent, le développement international, la transition, la transformation digitale, l'aspect interculturel. Et en quelque sorte, je suis sûre, je le vois, ça m'a apporté la confiance en moi et le futur. J'ai osé et j'ai réussi. Et je vous souhaite vraiment, si vous avez un projet professionnel, si vous avez le rêve, vraiment le rêve, et vous voulez, vous osez de changer votre vie, je vous recommande vivement de faire ce master et écrire la thèse au sein d'HEC avec Laurent Marouani. Quel est ton conseil, Irina, pour la thèse? Est-ce que c'est insurmontable? Oui, je pense que c'est mes conseils. Premièrement, déjà, il faut croire en soi. Et deuxième chose, il faut bien comprendre ce que vous voulez faire. Et troisièmement, travailler beaucoup. Hein. Ouais. Mais on y arrive en travaillant, en anticipant. On arrive, bien sûr, on arrive. Mais moi, si vous voulez, vous êtes déjà choisi. Si vous êtes déjà choisi à HEC, vous avez le niveau. Il n'y a pas de raison de ne pas arriver à le faire. C'est ce que je pense.
Parce qu'au début, la sélection, elle est tellement comment dire, sélective, enfin, il y a une efficace sélection. que sélective, oui, sélection, pardon, c'est le mot français. Mais c'est-à-dire que vous avez déjà cette capacité, si vous êtes choisi, vous allez y arriver, vous n'avez pas de choix. On Avec le précisera soutien des camarades, avec le soutien de corps professoral, bien sûr. on précisera les critères de choix tout à l'heure, mais ce que je voudrais, c'est que vous sachiez tous et toutes tout de suite que nous ne recrutons pas sur un modèle unique. On ne superpose pas une image théorique du candidat avec l'image du candidat. On vous écoute beaucoup, et c'est cette écoute qui fait qu'on va se décider. Franck, est-ce que tu souscris à ce que dit Irina, ou est-ce que tu vas t'élever, t'ériger en opposition flagrante avec ses propos? Moi, je soutiens toujours Irina. D'ailleurs, c'est le principe également d'HEC, c'est une communauté d'individus qui se soutiennent. Et effectivement, ça, c'est très, très important parce qu'en fait, dans la vie, on ne fait jamais rien tout seul. Et le travail en équipe, les échanges entre individus donc, qui participent au master et le corps enseignant, en fait, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant. On apprend aussi à écouter parce que parfois, on n'a plus tous être des spécialistes, on est tous spécialisés dans un domaine, mais en fait, grâce à ce master, on rencontre des gens qui sont eux-mêmes des spécialistes d'autres domaines et donc on apprend énormément. Moi, je pense que c'est une année où j'ai une des années, j'allais dire professionnelles, parce qu'en fait, faire un master, c'est travailler en fait, c'est travailler et développer son expertise professionnelle. C'est une des années où j'ai appris le plus de choses, où j'ai rencontré le plus de gens qui venaient d'horizons différents et pour autant toutes ces personnes-là se rassemblaient autour de valeurs communes, de visions ou d'échanges, voilà, et de respect. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement enrichissant de vivre une année de master. Pour revenir à la thèse, alors moi, il y a un côté effectivement anxiogène de la thèse, parce qu'en fait, on a tous peur de la page blanche. Comment on va rédiger, quel est le sujet qu'on va choisir, comment on va l'aborder, est-ce que ça va être intéressant ce qu'on va raconter. Donc moi, ça m'a généré une certaine anxiété. Mais en fait, effectivement, on est bien accompagné. Il y a toujours en fait des personnes qui sont là et notamment des tuteurs qui sont là pour nous aider, nous accompagner, nous rassurer. Et donc, en fait, c'est un peu comme faire escalader une montagne. Il faut y aller pas par pas, pas chercher, voilà, se laisser aussi du répit. Une thèse, ça va, en fait, on va pas écrire de manière linéaire. Donc, en fait, on va être des fois très, très improductif et très agacé de ne pas réussir à avancer. Et puis d'un coup, en fait, on va réussir et on va trouver le filon et on va réussir à bien avancer. Et donc voilà. Et donc en fait, c'est passionnant parce qu'en fait, c'est très dur quand on la commence et on est ravi quand on la termine parce qu'on voit le travail accompli et voilà. Et ça, c'est un vrai bonheur en fait. C'est un vrai bonheur d'avoir eu le sentiment de contribuer humblement par un travail personnel on essaie d'apporter quelque chose en fait au travers d'une thèse, une vision. Voilà, c'est un échange super, enfin vraiment très passionnant. Voilà. Merci beaucoup. Vous savez que c'est ce qu'on appelait dans l'ancien temps le chef-d'œuvre. Hein. C'est-à-dire que pour passer à un niveau de maîtrise, il fallait construire son petit chef-d'œuvre. Hein. C'était vrai pour les menuisiers, les charpentiers, avec des métiers très compliqués, par exemple savoir faire un escalier, hein, un vrai petit chef-d'œuvre. Eh bien, la thèse, ça sera votre petit chef-d'œuvre, dont vous serez créatrice ou créateur de A à Z, mais avec un soutien important. On peut peut-être passer au slide suivant, il y aura peut-être des questions d'ailleurs sur la thèse. Si on peut juste... voilà. Christine? Oui. Voilà, merci. Alors, je voudrais parler un peu de pédagogie. Les professeurs ne savent pas tout, ils font ce qu'ils peuvent. Et donc, il doit y avoir à la fois un transfert de contenu, mais aussi un transfert de posture, d'attitude. Et pour
mon opinion, c'est ce qui fait les différences entre justement les enseignements de haut niveau, tels qu'on essaye de le dispenser dans certaines grandes écoles, pas toutes, dont HEC, et puis le bon enseignement technique. Il y a d'excellents enseignements techniques sur la plupart des domaines du management et qui sont très bien faits. Simplement, ça ne suffit pas parce que dans l'entreprise, on est dans une dynamique de la relation autant que dans la dynamique du document. Alors nous essayons d'avoir une règle du 50-50, moitié-moitié, appliquée à presque tout. Approche conceptuelle. Dans le conceptuel, il y a le théorique et le méthodologique. Le théorique, c'est quelle est l'hypothèse la plus haute que je formule. Et le méthodologique, comment je peux analyser. Et puis, il y a l'approche concrète, pratique, opérationnelle, avec des praticiens et avec des travaux d'application. Il y a l'approche 50% j'écoute et 50% je parle et j'agis, avec des mises en situation, des études de cas, des débats sur votre propre expérience, parfois des simulations par des jeux d'entreprise où vous avez la machine qui simule un marché, qui vous répond. C'est souvent un peu décevant parce qu'on a l'impression d'avoir pris les meilleures décisions du monde, mais on s'aperçoit que les autres sont bons aussi. Donc finalement, comme le marché n'est pas extensible à l'infini, on est un petit peu déçu, alors on se rattrape. Et on apprend à se méfier de l'arrogance du victorieux, parce qu'on peut gagner au premier tour et pas aux autres. Donc on essaie d'avoir cet équilibre permanent pour équilibrer l'enseignement. Et vous allez voir que cet enseignement fait que vous allez être tout le temps sollicité et parfois vous aurez besoin de plonger dans l'apprentissage, la compréhension, d'être seul pour comprendre certaines choses. Et entre les deux, vous avez très souvent une solidarité de groupe, d'équipe. Celle ou celui qui a fait de la finance, comme Franck, va venir vous aider et dire attends, je vais t'expliquer le return on capital employed, tu verras, c'est hyper simple. Tu écris un numérateur et dénominateur et après tu brodes. Bon, donc il y a plein de choses là-dessus. Et celle ou celui qui aura fait du commercial dira attends, tu ne vas pas motiver un commercial comme ça marche sur le papier, ça ne marche pas en vrai, ça n'existe pas. Et d'autres apporteront une dimension subjective, culturelle, artistique, d'autres une dimension mathématique et scientifique. C'est ça qui va faire la différence entre les très bons et les bons. C'est là que ça se joue. Alors, l'évaluation, elle est individuelle, continue, parce que nous sommes soumis à une tutelle extrêmement rigoureuse. Et si tous les travaux étaient collectifs, ils diraient, mais attendez, moi je n'ai pas l'assurance que monsieur ou madame Intel a fait un travail qui montre sa qualité personnelle. Vous allez avoir des travaux à chaque étape, à chaque certificat, et la soutenance de la thèse est le dernier stade, c'est le stade le plus important, puisqu'il constitue un pourcentage majeur de votre diplôme. Et finalement, dans chaque semaine, il y a une journée dédiée à un professeur qui vous note. Je choisis souvent un professeur qui, justement, a toutes les accréditations académiques, puisque certains de nos enseignants sont des consultants qui ont une très grande expérience professionnelle, mais pas d'accréditation nécessairement académique dans la pierre. Bon, ça peut être pour telle mémoire un professeur de la Sorbonne qui a la gentillesse de participer à nos enseignements ou certains de nos professeurs là-dessus. Ça n'est pas douloureux, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Sachez que, comme l'a dit Irina tout à l'heure, quand vous entrez, si on ne sort pas, c'est qu'on a eu une difficulté personnelle, mais tous les soutiens sont là pour vous permettre d'aller au bout. Notre but n'est pas justement d'éliminer les gens. Nous sommes dans la logique de la grande école. Une fois que vous avez été choisi, ça marche, normalement. Mais attention, il y a un contrat. Il y a un contrat. Ça ne marche pas comme un rentier.
ça marche comme un cycliste. Hein. Vous avez l'obligation de pédaler quand même, hein, et si possible en équipe. Voilà pour les modalités d'évaluation. On peut avancer. Alors, Bella, vous voulez prendre la main sur ce slide, Bella, en mettant le micro? Oui, pourquoi pas. Alors, les modules, donc pour un master, c'est 8 modules dans l'année. Le premier module démarre le 29 mars prochain et le dernier se déroule au mois de décembre. Donc, c'est un module sur 5 jours. Et en plus de l'évaluation dont a parlé Laurent Marouani à l'instant, pour valider ce master, la présence est obligatoire. Donc, ce n'est pas optionnel. Vous devez vous rendre disponible sur ce calendrier pour chacun des modules. Donc, les créneaux de 9 heures, on va dire parfois 8h30 jusqu'à 20h, parfois 20h, lorsque nous avons des conférences du soir, et des dîners aussi. C'est important les dîners, parce que les dîners, ça veut dire quoi? Ça veut dire au-delà de se nourrir, mais c'est surtout le partage entre vous, les échanges, ce que vous avez vécu, votre expertise, ce que vous pouvez apporter à vos camarades également. Tout ça, c'est très, très riche. Au-delà des enseignements, je suis sûre que Irina et Franck peuvent le confirmer. Ils l'ont un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc, c'est vrai que cette alchimie qui se crée entre vous dans votre promotion, cette famille, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est très, très important. Donc, parfois, les échanges peuvent aller bien après 19 heures. Les travaux de groupe et préparation de cas et de conférences, effectivement, chaque module donne lieu à des travaux de groupe. Donc, ça veut dire que vous devez obligatoirement travailler en groupe avec vos camarades de promotion. Il y a des équipes qui sont constituées à chaque module. Et ce ne sont jamais les mêmes équipes. Sinon, ce n'est pas drôle sinon. Donc, ça vous oblige à travailler avec un petit peu tout le monde. Et tout ça, c'est très riche parce que vous avez vos propres sensibilités, vos expertises, comme je l'ai dit. Vous avez votre vécu et vous venez avec ce bagage-là, justement. Et grâce à ça, vous arrivez à travailler ensemble et pouvoir donc rendre des travaux en principe très riches. Résidentiel recommandé, oui, effectivement, si vous n'habitez pas à Juan-Josas ou Versailles, qui est juste à côté, il y a des Parisiens. Franck, tu étais parisien et pour le coup, tu as quand même préféré résider pendant la semaine à l'hôtel, hein, qui est en partenariat avec HEC et qui permet d'avoir un séjour sur place. L'avantage, c'est qu'on peut continuer, au-delà des enseignements, on peut continuer ces échanges avec les camarades, on peut travailler en groupe et bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus confortable que de devoir rentrer à la maison tous les jours, tous les soirs et venir tous les matins. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'embouteillages le matin. Donc voilà, le résidentiel est fortement recommandé quand on habite à l'étranger ou puisqu'on nous avons des participants qui viennent de l'étranger, hein, sans problème. Donc là, pour le coup, oui, c'est fortement recommandé. Après, c'est selon vos possibilités et vos contraintes personnelles également pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont une vie de famille. Parfois, c'est pas toujours facile de rester séjourner sur place. Voilà, ce sont 8 modules qui passent extrêmement vite, j'ai envie de dire. Ça, vraiment, c'est vraiment le retour qu'on a chaque année de la part de nos participants. C'est 8 semaines et ces 8 semaines passent très, très, très vite. Et moi, ce que je vous conseille toujours en début de parcours, c'est de bien profiter de tout, de chaque instant, parce que c'est vrai, c'est qu'une fois dans une vie et c'est une reprise d'études qui n'est pas si simple, hein. Il y a beaucoup d'organisation, beaucoup d'anticipation. Il faut que la famille et le conjoint ou si vous avez un conjoint vous accompagne et soit d'accord. Parce que c'est vrai que pour chaque module, par exemple, il y a des travaux en amont, il y a des lectures préparatoires. Je vous fais parvenir des cas parfois à travailler de manière à ce qu'au moment de la classe, vous ayez en tête déjà la problématique
et la thématique de ce cas. Donc, ça demande une petite préparation à chaque module. Et ensuite, quand vous êtes en classe, du lundi au vendredi, vous êtes présent pour ces cours et pour vos camarades et pour vos enseignants. Vous n'êtes pas en même temps en train de travailler ou en même temps en train de gérer la nourrice qui n'est voilà, c'est pas possible. Il faut que vous puissiez être pleinement parmi nous. Voilà, c'est un conseil qu'on vous donne parce que, voilà, quelque part, vous payez pour ces formations hein, qui ne sont pas données. Donc, autant en profiter au maximum et être parmi nous. Il faut vraiment vous libérer. Il faut que votre employeur soit d'accord, par exemple. Et ça veut dire qu'il y a une forme de contrat familial aussi, non? Voilà. Alors, les enfants, il faut leur expliquer. Parfois, les petits-enfants ne comprennent pas pourquoi le papa ou la maman repart à l'école. Mais ensuite, ils sont tellement fiers de vous. Donc, en général, les enfants sont… Franck, tu as 2 enfants qui sont déjà ados et pour le coup, voilà, ils étaient même un petit peu admiratifs du fait que tu reprennes tes études. Oui, alors c'est vrai enfin non mais oui, en fait c'est une forme aussi d'exemple. En fait, les études ça s'arrête jamais. En fait, les études ça s'arrête jamais. Donc on apprend toujours des choses et c'est vrai que remettre ça dans un cadre académique. Quand on a, parce que moi j'ai repris les études, j'avais 46 ans, parce que c'était il y a 2 ans, 47 ans. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver sur Mais on les. se sent privilégié quelque part parce que Oui, on quand on l'est. fait des études, qu'on a 20 ans, on est obligé de faire des études et puis on a 15 ans d'école derrière et on arrive un petit peu au bout, on n'en peut plus, on veut passer à la vie active. Et quand on revient avec déjà une certaine expérience, qu'on a envie de s'enrichir, qu'on a envie de, on va dire, on a envie de s'enrichir, mais on a envie de cibler certaines thématiques. Pour le coup, voilà, on ne le vit pas d'une autre façon. On a envie de se donner à fond pour le coup et on ne le regrette pas. Non, On tu ne as le raison. regrette pas. Ce que je voulais juste dire, souligner par rapport à ce que tu disais par rapport à mon fils de 7 ans qui m'a dit, mais bah, je comprends pas, mais comment ça se fait qu'à ton âge, tu retournes à l'école? Je lui ai dit, bah, parce que l'école, ça s'arrête jamais. Voilà, Voilà. c'est ça. C'est tout au long d'une vie. Maintenant, on est dans une société, on ne sait plus comme il y a 30 ans où on avait un métier, on démarrait un métier, on restait dans la même entreprise pendant 40 ans et c'est plus du tout ça. Fort heureusement pour nous d'ailleurs, on s'enrichit tout au long d'une vie. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose que j'aurais zappé pour le fonctionnement d'un module, Irina et Franck. Mais grosso modo, c'est ça. En fait, alors c'est vrai que juste rajouter le fait que quand on est on passe dans la formation, en fait, le module qui va être noté, le fait d'être en présentiel sur place, c'est un gros avantage parce qu'en fait, on peut être amené, comme on travaille en groupe, à travailler tardivement. Donc, c'est vrai que les journées sont à la fois passionnantes et à la fois éreintantes. Les 2-3 premiers jours, tout le monde est épuisé et puis après, on prend le rythme. Donc, la possibilité de trouver, en fait, il y a la possibilité d'aller à l'hôtel, mais il y a aussi des locations qui peuvent être partagées dans les environs d'HEC. Donc, voilà, ça peut être, il y a des solutions en fait pour pouvoir loger sur place. Voilà. Irina, tu veux ajouter quelque chose? Oui, oui, j'ai des choses à rajouter parce que en fait, moi, je suis restée à Paris et, et nous avons pris par exemple Uber ou taxi avec des camarades. C'est une autre façon de vivre l'expérience. C'est plus compliqué, mais ça permet aussi de connaître les gens, de partir et repartir ensemble. C'est aussi une option à, par exemple, prévoir pour ceux qui pensent rester à Paris. Voilà, Alors, c'est la première chose. oui. Ouais. Vas-y, Irina, je Vas-y, rebondirai Bella. après. Moi, je propose que après là, on avance un peu pour pouvoir terminer la présentation Oui, ok. dans des temps. OK? Donc, si on peut bouger le Ça marche. slide. Ok, alors je vais peut-être reprendre la suite au sujet des Voilà. critères d'admission. Alors, il faut que vous ayez une expérience d'au moins 5 ans en tant que cadre et être titulaire d'un diplôme de niveau bac plus 4. Mais bien sûr, nous, ce qui prime vraiment, c'est votre expérience professionnelle, c'est votre profil professionnel. Donc, si vous n'avez pas un niveau
bac+4, nous faisons une dérogation. Donc, c'est nous qui nous en occupons, il y a aucun problème. Cependant, nous ne pouvons accepter que 30% de personnes avec dérogation par promotion. Voilà, c'est le seul petit. C'est le fameux VAE, non? Validation des acquis d'expérience. On tient compte de votre expérience. Voilà, tout à fait. Et c'est nous qui nous en chargeons. Voilà. Donc, même si vous n'avez pas un bac+4, vous pouvez quand même postuler à partir du moment où vous avez l'expérience professionnelle qui va bien. Alors, Christine, je ne sais pas si tu as vu la question. J'insistais beaucoup sur ce point parce que c'est ce qu'on appelle une formation aux États-Unis, on appelle ça un mid-career. Alors, ce n'est pas le milieu de la carrière, mais c'est l'expression consacrée. Quand Christine dit 30%, c'est que sur 100 personnes, c'est 70 et 30. Hein. Ce n'est pas 30% de ceux qui sont non dérogatoires. Hein. Donc, c'est quand même un chiffre assez important. En général, on sature ce chiffre. En tout cas, moi, je pousse beaucoup à ce que les personnes aient toujours une deuxième chance si elles n'ont pas eu la chance de pouvoir faire des études qui seraient dans les normes qui sont là. La vie ne s'arrête pas à 20 ans, elle se poursuit. Donc, c'est un élan nouveau qu'on peut donner à des personnes sur une base de carrière personnelle. C'est très important et c'est à l'honneur d'une grande école qui est leader en Europe et aussi dans le monde de pouvoir ouvrir comme ça à toutes sortes de parcours individuels. Et on ne le sent pas du tout dans le fonctionnement de la promo. Je redonne la parole à Christine. Je voulais juste ajouter que quand la dérogation est atteinte, Christine, on peut inviter le participant à démarrer par un master, par un certificat, pardon. Oui. Ah oui, si, effectivement. Dans certains cas, on ne peut pas faire de dérogation et dans certains cas, donc les participants peuvent, enfin les candidats peuvent tout à fait commencer par un certificat qu'ils capitaliseront par la suite. Je précise que quand vous faites un certificat, que ce soit le certificat direction commerciale ou marketing et digital, vous êtes en cours, en formation avec ceux qui font l'intégralité du master. Voilà. Alors, Christine, est-ce que tu as vu la question qui a été posée sur le chat donc, Marie-France qui ose poser la question. Et merci beaucoup, Marie-France, pour ta question. Pour votre question, parce que c'est vrai que je tutoie les participants, mais là, vous n'êtes pas encore participant, donc je vais vous voyer. Marie-France demande, concernant le programme de l'an dernier, combien de candidats avez-vous eu et combien ont été sélectionnés? Combien de dossiers reçoit-on? Alors, l'année dernière, c'était une année un petit peu particulière hein, avec l'arrivée de la Covid. Mais est-ce que tu as ces chiffres en tête, Christine? Non, je ne les ai pas en tête, mais de toute façon, moi, je reviendrai vers vous. On pourra en discuter. Je pourrais vous dire exactement combien nous avons reçu de dossiers. Là, je ne peux pas vous dire exactement. Voilà, il y a aussi l'autre question très intéressante. Quels sont les critères, selon vous, pour être un bon candidat, Laurent? Alors, Laurent, voilà, c'est Laurent qui va nous répondre. Par rapport à la question, si je prends la grande école, hein, les grandes écoles étudiants, hein, le concours étudiant, on passe à l'âge de 20 ans. C'est assez étonnant parce que l'école qui a le moins de candidats, c'est HEC. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent même pas présenter. Ils se disent pas pour moi, j'y arriverai pas. Alors que des écoles d'un moindre niveau ont plus de candidats. Autrement dit, il y a le processus de sélection, mais il y a aussi la sélection personnelle qui fait qu'on estime qu'on a une chance ou pas. Et nous avons un processus assez long. Moi, je ne participe qu'au dernier stade du jury final, c'est-à-dire que le comité de sélection décide de qui on va voir dans des entretiens assez longs et assez fouillés, avec une assez bonne probabilité d'être reçu, mais pas forcément. Quoi. Alors, les critères, ils sont assez simples. Est-ce que le projet est assez mûr ou est-ce que c'est une impulsion hein, de dernière seconde? Par projet, je n'attends pas forcément quelque chose de complètement carré. Ça peut être une aspiration, ça peut être une idée qu'on se fait de ce qu'on veut faire, ça peut être une volonté de changer son mode de vie, ça peut être une réponse parfois plus psychologique à certaines formes de déception professionnelle que l'on veut recadrer. Tout candidat
tout candidat est une personne où on trouve deux dimensions, l'ambition et l'inquiétude. Les candidats sont toujours un peu inquiets parce qu'ils se posent des questions, ils ont des interrogations personnelles qui les enrichissent. Et ils ont une ambition, ils ne veulent pas s'arrêter en chemin, mais pas forcément une ambition classique. C'est souvent une ambition professionnelle et personnelle de réaliser quelque chose de bien dans sa vie, de nouveau, de différent peut-être de ce qu'on a fait. Parfois de sortir d'une certaine ornière où on a été cantonné par des postes successifs où finalement on propose toujours à un plombier de faire de la soudure et puis à un moment donné il veut faire autre chose. Hein, donc il faut changer. La sincérité. La sincérité, je refuse des candidats qui sont en déni de sincérité parce que ceux-là vont polluer le groupe. Ils vont manipuler, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit sincère, dans les forces et dans les faiblesses. C'est-à-dire que si on vous demande quels sont vos points faibles, ne dites pas j'aime le travail bien fait. Le travail bien fait, c'est pas un point faible, quoi. Hein, c'est juste qu'on aime le travail bien fait. Voilà, c'est tout. Donc pas de ce qu'on appelle des Mickey, quoi, pas de Mickey. Nous faisons des entretiens qui sont assez complémentaires, mais j'aimerais que Irina et Franck nous parlent un peu de ces modes de sélection parce qu'ils ont vécu la sélection. Peut-être que c'est pas plus mal qu'ils donnent aussi leur point de vue rapidement parce qu'on est un peu contraint par la marmite du temps. Mais, et on a d'autres questions aussi oui, sur le mais chat. on va quand même traiter celle-là, Bella. On va écouter Franck et Irina. Allez-y. En mettant le micro. Hein. Franck, Irina, c'est ok. moi. Vas-y, Irina. Allez. Moment de sélection, c'était moment de la vérité. De la vérité parce que c'est en fait, tu poses plein de questions, tu dis, est-ce que c'est HEC, hein, c'est la marque, c'est l'institution, est-ce que tu oses de le faire ça ou pas? Mais moi, je me souviens très bien en ce moment, je suis arrivée, Laurent, Bella et une ancienne alumni m'ont regardé, il était bienveillant. Il y avait des questions inattendues, mais une seule recommandation que je peux vous dire, c'est de rester de vous-même et rester honnête et raconter vraiment ce que vous voulez faire. Parce que la mensonge est sans vraiment. Je pense qu'il faut rester. Et moi, j'ai essayé de rester moi-même et de parler de mon futur projet professionnel. Et on voit bien ça marchait. Voilà ce que je peux dire comme donner des conseils. Oui, alors ça reste toujours un souvenir. Moi, pour moi, c'était un très beau souvenir. Alors, effectivement, en fait, après, là, je peux en parler après. Il n'y a pas de bon profil, en fait. C'est ça qui est extrêmement agréable, c'est qu'en fait, on perçoit bien qu'il n'y a pas une recherche d'avoir un profil d'individu. En fait, quand on est sélectionné, en fait, on voit bien que c'est plutôt dans le débat, dans la compréhension des raisons qui peuvent nous amener à présenter HEC et de la motivation qu'on a. Et donc, c'est en fait des échanges super sincères et on n'a pas le sentiment, c'est un échange humain en fait. Donc, c'est avant tout une rencontre humaine dans laquelle il faut dire les choses telles qu'on les ressent, expliquer ses aspirations et en fait, voilà, ça se fait très, très naturellement et très simplement. Voilà. Et d'ailleurs, tous les élèves d'HEC en fait, de notre promo avaient des profils très différents. Donc, et c'était ce mélange qui a été une vraie réussite en fait. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Quelques informations très rapides. Oui, vous avez accès évidemment à la bibliothèque entièrement. C'est une bibliothèque magnifique. Elle fonctionne tout le temps. Elle est remarquable. Pour moi, c'est un vrai bonheur, cette bibliothèque. Et donc, vous avez accès. Question de, je sais pas, c'est un nom compliqué, Todlo Fogan Wilfried. Voilà. Jérôme Couder demande le dossier, on va vous répondre tout de suite. Est-il possible de partager le programme? Oui et non. Il y a des certificats, on peut prendre des certificats, mais on ne peut pas prendre des modules au choix, on ne peut pas prendre tel ou tel module. Ce n'est pas un programme, c'est pas un ensemble de programmes courts. Voilà quelques petites questions rapides auxquelles nous participons.
Et je redonne la parole à Christine. Alors, pardon, excusez-moi, mais il y a l'anglais aussi, il y a la question Ah oui, par mais on va y rapport à répondre tout de l'anglais. suite là, parce que Est-ce que l'anglais est exigé? ça va défiler dans les slides là, par rapport Alors, je vais vous expliquer ça. Oui, effectivement. Alors, pour le processus de candidature, hein, et je vais vous parler aussi de l'anglais. Donc, vous aurez déjà au début un entretien préliminaire avec un conseiller formation. En l'occurrence, ce sera avec moi pour voir si votre profil correspond, si c'est bien la bonne formation qu'il vous faut. Suite à ça, je vous enverrai un mail pour vous encourager à candidater et je vous ouvrirai votre dossier sur une plateforme en ligne que vous aurez à remplir. Votre dossier à remplir, donc une partie avec des informations personnelles et aussi une partie avec des essais à rédiger. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut vraiment passer un peu de temps sur ces essais. C'est vraiment important. C'est vraiment là-dessus que vous allez être jugé. On va vous demander vos échecs, vos réussites, pourquoi vous voulez faire ce master. Et là, vraiment, expliquez bien pourquoi vous voulez faire ce master, quels sont vos projets et bien mettre en avant vos projets. Une fois que votre dossier sera rempli à 100%, il sera transmis au directeur académique, c'est-à-dire Laurent Marwani, qui décidera si vous êtes admissible ou non. Si vous n'êtes pas admissible, peut-être qu'on vous dira, vous pouvez peut-être faire un certificat dans un premier temps et on verra après par la suite pour faire un master. Et si vous êtes admissible, vous serez convié à un comité de sélection. Donc, c'est le fameux jury dont nous parlaient Irina et Franck, donc qui se fera par Skype, où là, justement, on vous donnera une étude de cas et on vous posera des questions et on vous posera aussi des questions sur votre parcours et sur vos projets. Voilà. Ensuite, le jury délibérera et quelques jours après, on vous dira si vous êtes admis ou non. La partie de l'anglais. Donc, on vous demande quand même d'avoir un assez bon niveau d'anglais parce qu'il se peut que vous aurez parfois des documents en anglais sur lesquels vous aurez à travailler. On ne vous demandera pas de vous exprimer en anglais, mais d'avoir une bonne compréhension de l'anglais. Et d'ailleurs, dans le dossier que vous allez remplir, on vous propose de passer le TOEIC. Ça n'est pas obligatoire, mais vous avez la possibilité de passer le TOEIC une fois gratuitement sur le campus et nous vous encourageons à le faire à partir du moment où votre dossier est totalement rempli. Donc, pour l'anglais, il faut quand même que vous ayez un assez bon niveau, mais on n'exige rien de particulier. Pour être voilà complémentaire de ce que dit Christine, si on a un intervenant qui est anglophone, le participant ne peut pas dire je ne peux pas écouter cette conférence parce que c'est en anglais. Voilà. Hein, c'est pour pouvoir accueillir des conférenciers anglophones. Donc voilà pour le processus de candidature. Donc la date de rentrée, c'est le 29 mars prochain. Donc moi, de toute façon, dès lundi, je reviens vers vous tous. Je vous envoie un mail avec un lien vers mon agenda. Si vous décidez de prendre rendez-vous avec moi pour que nous avancions dans votre projet, pour voir si ce master correspond à ce dont vous avez besoin pour vous, ou si vous voulez faire un certificat, voilà, on pourra discuter de tout ça. Donc, dès lundi, je reviens vers vous tous et bien sûr, je pourrai répondre à toutes vos questions. Donc là, si vous avez quelques questions pour l'instant, mais là, il y a des questions sur le financement, Christine. Il y a des questions Alors, sur le financement, moi, ce que je fais, à partir du moment où j'ouvre un dossier, je vous mets en relation avec une personne qui est spécialisée dans tout ce qui est aide au financement pour les formations et qui pourra vous orienter si vous pouvez avoir des aides via votre OPCO, via le CPF, enfin, toutes les aides dont vous pourrez bénéficier à partir du moment où vous avez commencé à remplir votre dossier d'inscription. Oui, Voilà. là-dessus, nous avons une collaboratrice qui est très pointue sur ces aides de financement. Et donc, dès l'instant où vous avez commencé à remplir votre dossier, on vous met en contact avec Jennifer. Et là, elle peut trouver de très, très belles solutions. Alors, c'est une vraie perle. Hein. Je crois que aucune autre école n'a quelqu'un d'aussi précise et pointue sur ces questions. Elle est très pointue sur le sujet. Voilà. C'est vraiment son sujet, le financement et les aides que vous pouvez avoir. Parfois, vous n'en doutez même pas, mais elle arrive vraiment à aller chercher quelques ficelles, quelques conseils et c'est très fructueux. Voilà, nous sommes à peu près dans les temps. Nous avons dépassé 3 minutes.
On vous remercie, on remercie Merci à tous. Franck, Merci. Irina, tout le monde, les Merci. participants qui ont la gentillesse de nous faire un petit salut avant de quitter la salle virtuelle. Je viens de On mettre aura- mon adresse email sur le chat si vous avez besoin de questions ou si vous avez encore des questions sur le Voilà. contenu, ou alors si je peux vous mettre en contact avec les délégués de Oui, avec promotion si plaisir. vous avez envie d'avoir d'autres témoignages. Voilà. Ok, merci beaucoup Bella, merci à tous. Passez une bonne Donc, et journée. puis moi, je vous dis à lundi, je reviendrai vers Au vous plaisir. tous avec la présentation et puis le replay de ce webinaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et encore merci d'être venu au rendez-vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Ciao. Ils sont là, hein?